Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier le comité d'organisation de l'OHTP de cette 24e édition du Forum OHTP Entreprise, de nous avoir invités à prendre part à cette conférence, ce webinaire et participer à cette session qui est sous le thème Maroc post-Covid, économie circulaire et supply chain mix porteur de stratégie de rétablissement. Donc, au nom de tous les intervenants, j'aimerais remercier le comité d'organisation qui nous donne cette occasion d'interagir avec les élèves et les lauréats de l'école Hassania de travaux publics, qui est l'une des meilleures écoles du Maroc et qui est même leader pour certaines spécialités. Donc, je rappellerai simplement que l'école a été créée en 1971 et a déjà formé plus de 6000 ingénieurs dans cette spécialité. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de l'école Hassania de travaux publics pour deux raisons. La première, c'est que le sujet va prendre beaucoup plus de temps. Et le deuxième, sûrement, il y a d'autres personnes qui pourraient le faire mieux que moi. Donc, aujourd'hui, on va traiter du sujet de notre conférence 2, qui est inclusion de l'économie dans le supply chain management, une multitude de bienfaits pour les entreprises. J'ai pour cela des intervenants, un panéliste très riche que je demanderai auquel je vais demander de se présenter. Et donc, je commencerai par Madame Simona. Bonjour, je vais me présenter brièvement. Simona Ladaru, 44 ans. À la base, je suis ingénieure en agroalimentaire avec un master en distribution dont la logistique à Paris-Dauphine. Et j'ai travaillé une dizaine d'années pour la grande distribution auprès de Carrefour au siège. Et depuis 9 ans, maintenant, je suis consultante et j'enseigne la supply chain et le développement durable. Bien. Madame Hanan Isakan. Oui, bonsoir, c'est Hanan Isakan. Je suis actuellement directrice exécutive du cabinet de consulting Coralis à Casablanca. J'ai à mon actif plus de 13 ans d'expérience entre la supply chain, distribution, formation, achat et business development. Voilà, une petite expérience, on va dire, au niveau du bassin africain aussi. Et j'ai oublié de dire que je suis coach psychologue certifié de l'école de PNL de Lausanne, en Suisse. Donc voilà. Bien. Et Monsieur Fabrice Sorin. Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation d'abord. Fabrice Sorin, je suis basé à Nantes, en France. Je suis titulaire d'un MBA économie circulaire innovation. Et après une carrière passée à l'international dans des grands groupes transport, logistique et tourisme, j'opère en tant que consultant indépendant en management avec un focus particulier sur la transformation des modèles d'affaires circulaires. Merci. Moi, je me présente brièvement. Je suis le directeur de Supply Chain Management au sein de GESA, qui est une filiale, une JV entre le groupe OCP et le fondé comme JV entre le groupe OCP et Jacobs Engineering, Jacobs Mont. Après, disons, la business unit à laquelle on reportait a été vendu par Jacobs aux Australiens de Worley Parsons. Et donc, maintenant, c'est une JV entre OCP et Worley Parsons. Donc, je m'occupe de la logistique depuis 2013. Je suis ingénieur à la base électronicien. Et voilà. Donc, je vous remercie tous les panélistes. Donc, on a, comme vous avez pu voir, autour de la table virtuelle aujourd'hui, des experts du métier, des chercheurs, des enseignants, des consultants. Donc, le débat, pour moi, est très prometteur.
Donc, après la première conférence qui a eu lieu, je pense, il y a 2 semaines de cela, sous le thème de l'économie circulaire pour un environnement bâti meilleur et plus résilient. Donc, qui a traité de l'éco-conception, qui a traité aussi de la logistique inversée et reverse logistique, qui a traité de rénovation et des améliorations, et enfin de recyclage et de réutilisation des matériaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux bienfaits de tous ces engagements et toutes ces responsabilités. La conférence 1, comme on peut bien le voir, a traité plutôt des engagements de l'entreprise, des investissements qu'elle va faire et tout ça. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits de tous ces engagements, de cette responsabilité que prend l'entreprise. Quels sont les bienfaits pour l'entreprise elle-même? Donc, pour commencer, Madame Simona, vous, en tant que spécialiste et partant de votre longue expérience et de votre expérience un peu diversifiée, de votre expertise, comment vous définissez la supply chain verte? Alors, je vais donner une définition, pas comme dans les livres ou ce qu'on peut trouver dans la presse, mais vraiment plutôt vu de l'angle d'une entreprise, comment elle devrait voir en fait la supply chain verte. Moi, je dirais, pour commencer, avant tout, en fait, la supply chain verte, c'est quelque chose de bon sens. Ça, si je peux mettre un mot là-dessus, c'est vraiment du bon sens. Comment je peux mutualiser, pourquoi pas, pour une entreprise, les moyens humains et les moyens, le transport de marchandises, le transport d'humains, ou comment je peux mutualiser avec d'autres partenaires ma supply chain. Ça pourrait être une partie de la définition. Et après, deuxième définition, pour moi, c'est avoir un regard transversal et travailler avant avec des fournisseurs, des clients pour rendre en fait cette supply chain plus verte et commencer dès le départ avec le fournisseur de fournisseur de fournisseur jusqu'à la matière première, y intégrer justement l'éco-conception, mais jusqu'à aussi la reverse logistique. Mais je pense que sur l'éco-conception, on a un plus grand spécialiste que nous, Fabrice, il pourra nous en parler davantage. Merci. Donc, Madame Isakan, selon vous, et partant de votre expérience aussi, qui est diversifiée, de toutes les réalisations que vous avez pu faire, si bien au sein de la SNTL, qui est un pionnier dans la matière, l'échelle nationale et même régionale aussi, au niveau de la région. Comment vous pouvez nous dire un mot sur comment infuser les nouvelles technologies dans la solution de la supply chain? D'accord. Donc voilà, je rebondis exactement sur ce que vous avez dit. Ayant baigné dans l'opérationnel pendant un certain moment, les nouvelles technologies ne sont pas dissociables de la supply chain. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et je vais vraiment aller sur des exemples très, on va dire, très opérationnels. Alors moi, je vois ça comme 7 leviers indépendants. Le premier, c'est l'amélioration des approvisionnements. Donc aujourd'hui, au niveau de plusieurs boîtes, plusieurs entreprises, c'est des tableurs d'Excel interminables, alors que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est capable de soutenir la chaîne d'approvisionnement. Elle peut formuler des recommandations proactives basées sur des données historiques à laquelle on va coupler avec un système de projection. Et puis voilà, on va avoir des solutions simples, des recommandations, même jusqu'à effectuer l'acte de l'achat ou bien l'exécution. Le deuxième levier, c'est l'affinage du pilotage du transport. Donc ça, c'est toujours le nerf de la guerre des entreprises, c'est le transport. Aujourd'hui, on a différents systèmes analytiques capables de faire ça, qui vont en même temps interfacer et l'entreprise, son ERP, son WMS ou bien son système d'information avec le TMS, qui est le Transportation Management System. En plus de ça, on peut aller vers différentes solutions SaaS, des API, des connecteurs, mais vraiment plein de solutions que nous offrent les nouvelles technologies qui vont
qui vont être capables de modifier, que ce soit l'itinéraire, l'interaction avec le transporteur, mais vraiment mettre en place toutes les solutions possibles pour éviter le problème avant qu'il n'arrive. Donc, vraiment, ça, j'imagine, vous le connaissez assez bien, si Mohamed. Alors, le troisième point, selon moi, c'est la gestion du temps, la gestion en temps réel, vraiment lifetime, et la fiabilisation du stock. Donc ça, c'est le cauchemar aussi des entreprises, c'est stock théorique égale stock physique. Pareil, là, on a les big data, on a les analyses prédictives qui sont capables de calculer l'ATP, les available to promise, et qui prend compte des seuils de sécurité, de l'arrivée de la marchandise depuis le moment de la passation de la commande. En quatrième lieu, je vais parler du pilotage de la chaîne logistique en vision end-to-end, ça veut dire jusqu'au last kilomètre. Et là, c'est quelque chose qu'on a pu vivre lors de cette pandémie. C'est vraiment le last kilomètre. C'était quelque chose de très critique pour les industriels et le consommateur. Donc là, on est sur des distributeurs qui ont déjà des modèles logistiques en fonction du type, ou bien enfin, produit ou service. Et là où on est en train de vivre une transformation de la supply chain qui est en train de devenir un écosystème. Donc, plus factuellement, on a les points de vente qui vont devenir des lieux de stockage, ou vice-versa. Donc là, on passe sur un système, enfin une orchestration dynamique qui est l'OMS, l'Order Management System. Donc là, on profite d'un réseau étendu qui va permettre d'améliorer la satisfaction du client tout en réduisant le coût au dernier kilomètre, bien sûr. Et puis, alors, je prends beaucoup de temps, mais je voudrais vraiment expliquer. Alors, l'automatisation des processus. Alors là, je vais prendre le e-commerce principalement, parce qu'au niveau du e-commerce, il sera difficilement tenable d'être rentable en matière de qualité de service sans une automatisation ou bien une robotisation, que ce soit au niveau de la réception de la marchandise, préparation de la commande ou bien livraison client. Et là, je reviens sur Massy Palaiso, où on a la plateforme de La Poste, qui est une plateforme à la pointe de la technologie. C'est une plateforme que j'ai pu visiter. Elle fait plus de 36 000 m² avec 30 opérateurs. C'est vraiment inimaginable parce que tous les process, mais vraiment l'ensemble des process, avec des carousels, avec des systèmes vraiment à la pointe de la technologie qui permettent de traiter 30 000 colis par jour. Donc, on est vraiment dans un monde de bisounours là. Alors, toujours dans l'automatisation du e-commerce, on va trouver le coût de la main-d'œuvre qui va encore venir accentuer le coût du transport. Soit on va acheter un produit qui va coûter 12 dirhams et qu'on va se faire livrer à 35. Donc, c'est quelque chose que le consommateur n'accepte pas. Comme ça, dans son behavioring actuel, il ne va pas accepter de payer un transport plus cher que le produit. Donc voilà, ça aussi, c'est au niveau de l'automatisation du process. Au sixième point, je citerai l'analyse du comportement client. Et là, on est vraiment au-delà de la fiabilisation de la relation client. C'est un modèle assez dépassé. Mais là, on est sur l'analyse du comportement du client sur le web, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, au niveau de son temps de connexion, au niveau des pics d'influence sur le site, des produits commandés. Donc là, c'est toute une analyse qui se fait pour lui mettre à disposition le produit, ou bien en bannière publicitaire ou quelconque, le produit dont il a réellement besoin. Remarquez que quand vous allez taper aujourd'hui sur Google, je ne sais pas, téléphone portable, vous rentrez sur Facebook, vous allez trouver plein de bannières publicitaires avec des téléphones portables. Donc ça vous est déjà arrivé au moins une fois. Et puis finalement, pour le septième point, je vais parler de développer de nouvelles expériences consommateurs. Et là, je vais parler des casiers connectés. C'est une chose qui n'existe pas encore chez nous au Maroc. Là, on trouve l'expansion du e-commerce qui place la supply chain en quasi-contact avec le client. Donc là, on va dépasser la frontière entrepôt, logistique, mais on va être dans un système beaucoup plus perméable. Ça veut dire, aujourd'hui, le client, il passe sa commande, il se fait livrer sur un casier connecté quelque part. Ça, c'est comme le modèle de la Poste en France. Et puis, il suffit qu'il se présente, il rentre son code et puis il va trouver son colis. Ça va concerner que ce soit le produit alimentaire ou non alimentaire. Donc voilà, je pense que j'ai parlé des 7 points qui me paraissaient les plus intéressants.
Très intéressant. Et pour nos futurs nos lauréats de l'école Hassania, c'est trop demandeur en innovation, en nouvelles technologies. Donc, c'est des sujets intéressants qui les attendent en sortie d'école. Donc, pour vous, Monsieur Fabrice, comment voyez-vous les stratégies numériques? Comment vous les voyez comme l'apport qu'ils ont eu pour un peu faciliter le passage d'une économie linéaire classique vers une économie circulaire dans les entreprises manufacturières ou de services que vous connaissez peut-être beaucoup mieux? Alors, je vais prendre, juste avant de répondre à la question, je vais prendre une position un petit peu plus macroéconomique, sans rentrer dans les détails des débats académiques sur ce qu'est une économie circulaire. Une économie circulaire, ça veut tout dire. Il y a un papier qui est sorti il y a 2 ans de ça, il y a plus de 100 définitions de ce qu'est le concept d'économie circulaire. C'est ce qu'on appelle une heuristique, c'est-à-dire que c'est un concept qui est en constante évolution. La définition chinoise, c'est un cadre de gestion des déchets. La définition européenne, qui fait maintenant partie intégrante des politiques européennes avec le New Green Deal et encore plus avec le Covid Recovery, c'est une politique d'innovation et de compétitivité. Donc, ça veut dire beaucoup de choses, l'économie circulaire. Il y a 2 grandes définitions qu'on peut appliquer, et là, je pense qu'on est dans la définition que j'appelle la définition B, qui est la circularité des ressources et des matériaux. Une circularité des ressources et des matériaux vous donne un avantage compétitif en réduisant le coût des flux entrants, coût flux matière. Vous multipliez les cycles d'usage de vos matières premières ou de vos matières semi-finies dans un modèle d'affaires, ce qui va de facto réduire assez rapidement vos coûts manufacturiers, puisque l'idée est de récupérer les produits semi-finis pour les réintroduire dans votre chaîne manufacturière et chaîne logistique. Quand on parle d'économie circulaire, tout le monde comprend l'aspect circularité. Ce qui est moins compris, c'est l'aspect économique. Une économie circulaire, la définition systémique d'une économie circulaire, c'est un modèle socio-économique qui est inspiré des systèmes naturels et qui opère dans les limites de la biosphère, en étant régénérateur de capital humain et naturel. C'est une définition qui est très, très théorique, mais de ça découle une approche systémique des modèles d'affaires. Pour revenir au numérique, le numérique peut aider à passer d'une économie linéaire à une économie circulaire à différentes façons. Alors, si on prend l'aspect, on va dire, plus circularité des matériaux, ce qui est, encore une fois, ce qui est appliqué à l'échelle globale quand on parle d'économie circulaire à l'heure actuelle, c'est principalement cette définition. Le numérique, c'est la promesse d'une information plus correcte. Une économie linéaire manque énormément d'informations sur les coûts réels, coûts carbone, coûts des matériaux. La numérisation permet de corriger ce manque d'informations dans les modèles d'affaires et dans les modèles économiques. La numérisation permet également de déployer à échelle et à un coût qui est maintenant marginal des modèles d'affaires de la fonctionnalité. Je prends un exemple un peu plus concret, ce qu'on appelle la fast fashion. Si vous remontez à 3-4 ans, les modèles d'affaires de l'économie du textile, les distributeurs, c'était principalement du linéaire total. On produit, on package, on distribue aux consommateurs. Il y a un changement qui est radical maintenant où on voit les manufacturiers comme H&M qui sont en train d'évoluer vers des modèles de location, donc économie de la fonctionnalité. Et le numérique, les stratégies numériques, on n'a pas ici le temps d'énumérer toutes les stratégies numériques possibles, mais la numérisation permet de déployer ce modèle économique à grande échelle pour une compagnie comme H&M, puisque ça leur permet d'avoir une traçabilité des flux entrants, des produits, de l'état des produits, de l'état des stocks, comme l'a très bien expliqué Hanan, en temps réel, et ce qui rend ce modèle de location plus compétitif que le modèle linéaire. Donc la numérisation est pour moi ce facteur
de déployabilité qui permet de rendre des modèles innovants, rentables, à grande échelle, très rapidement. Très bien. Merci beaucoup. Donc, Madame Simona, je m'adresse à vous. Donc, partant de l'explication des éléments que nous a bien expliqué Fabrice concernant donc, cette économie circulaire, donc on apprend toujours que ça a un rapport avec le recyclage donc des déchets résidus industriels. Qu'en est-il de la circulation du flux d'informations? Alors, justement, pour suivre, et on sait qu'il y a énormément de matière à recycler parce qu'il y a déjà les ressources, en fait, les matières premières sont de plus en plus rares. Je vais prendre un exemple, en fait, pour illustrer ça. En France, on a des poêles, je ne sais pas si vous connaissez, les poêles Tefal, avec des revêtements antidérapants. Et dedans, il y a un aluminium qu'on appelle ça un aluminium alimentaire, donc très spécifique. Et on sait que dans le monde, cette ressource, en fait, elle est de plus en plus rare. Et comment on peut amener justement à inclure ce système d'information pour justement arriver à travailler cette économie circulaire? Mais ça demande en fait beaucoup de travail de la part de tous les partenaires. Donc, il faut regarder justement toute la supply chain et comment on peut recycler en fait ces poêles en Tefal. Et pour ça, cette marque-là, elle est très impliquée dans cette économie circulaire parce qu'elle travaille en partenariat avec des distributeurs, avait commencé avec Leclerc en France, pour demander aux clients de ramener, donc de faire le dernier kilomètre de cette reverse logistique, ramener ces poêles en fait dans les magasins. Et derrière, justement, tout est suivi. Et je peux dire qu'il y a un système d'information, mais il y a un système financier aussi qui se met en place. Donc, eux, ils récupèrent ça à travers leur carte de fidélité, donc système d'information, ils récupèrent des bons d'achat. Et bien sûr, l'entreprise, la marque derrière, elle remonte en fait à travers ces flux d'informations. Elle sait de quelle volumétrie elle va avoir. Elle va utiliser peut-être des retours camions pour les amener dans les usines où ils vont fabriquer à nouveau des nouvelles poêles ou des nouvelles casseroles et en utilisant bien sûr moins de matière et moins d'énergie. J'ai plus en tête les pourcentages, peut-être 30% de moins d'énergie. Et tout ça parce qu'elle est connectée avec ses différents partenaires, ses usines, mais aussi ses distributeurs. C'est intéressant. Donc, pour vous, Monsieur Fabrice, de quelle manière donc cette vision systémique des flux va-t-elle modifier la proposition de la valeur des entreprises? Alors, encore une fois, quand on parle dans la question, qu'est-ce qu'on entend par valeur? Est-ce qu'on entend la valeur ajoutée financière, à savoir un retour sur investissement ou un profit, ou comment définit-on la valeur? Dans une économie circulaire, je reviens à cette définition, il est très important d'avoir un consensus sur qu'est-ce qu'on veut dire par une économie circulaire. Si une économie circulaire doit être un système et des modèles d'affaires qui sont régénératifs de capital social et de capital environnemental, la valeur, ne va pas forcément être un retour sur investissement donné sur une période T. La valeur va potentiellement être un mix optimisé et pas maximisé. Donc, on ne va pas maximiser le retour sur investissement financier, mais on va essayer d'optimiser une profitabilité, puisqu'il faut que les modèles soient rentables, mais également un apport social, un apport environnemental positif. Donc c'est très important de se poser la question sur quelle valeur est-ce qu'on veut créer. Pour revenir à l'intitulé de la question, la vision systémique des flux remet la question de l'écosystème. Comme Simona l'a mentionné, les supply chains circulaires, je pense que le terme n'est même plus chain, parce que c'est une chaîne logistique il faut parler de réseau de valeur, puisque des modèles d'économie circulaire
on ne devrait vraiment pas parler de supply chain, mais bien de value chain, de value web, de réseau de valeur, puisque de facto, si on commence à penser à un modèle économique qui doit optimiser, il doit optimiser pour une variété de parties prenantes. Donc la création de valeur, elle va être financière et sociale et environnementale, pas pour un fournisseur, un transformateur, un distributeur, un détaillant. Elle va être pour ces acteurs-là, mais également leur écosystème qui tourne autour. Et c'est là toute la complexité de penser en système des modèles d'affaires, de se poser les questions. Comment est-ce que les flux matières, parce que là on revient un petit peu à l'aspect supply chain, comment est-ce que les flux matières créent de la valeur financière, environnementale et sociale pour un système de parties prenantes. Et c'est là que vient vraiment la complexité de penser en une économie circulaire d'une façon systémique. Il est beaucoup plus aisé, et là je pique un petit peu la curiosité des auditeurs, de l'audience, il est beaucoup plus aisé de penser l'économie circulaire comme juste une optimisation des flux inversés logistiques. C'est beaucoup plus aisé de se dire, voilà, il y a un avantage économique assez évident, c'est un retour sur investissement sur le court terme, à maximiser les taux de retour et les flux de logistique inversés. Mais si on commence à penser la création de valeur sous le concept d'économie circulaire, la chose se complique passablement, puisqu'il faut commencer à regarder un réseau beaucoup, beaucoup plus large de parties prenantes, qui ne sont pas forcément dans la chaîne logistique directe, mais qui font partie de ce système. Pour finir, il faut se poser la question, quel est l'objectif du modèle d'affaires? Le modèle d'affaires, l'objectif, quel est-il? Est-ce que c'est d'optimiser les flux de logistique inversés pour augmenter les marges, diminuer le taux de retour? Ou est-ce que l'objectif est plus large? Et ça c'est la question qui est la plus compliquée à poser, à théoriser et aussi à articuler autour de modèles d'affaires. Excellent, très bien. Donc, pour vous, Hanan, je voudrais un peu qu'on parle un peu d'un autre aspect qui est l'agilité. Donc, comment vous voyez que l'industrie, maintenant, il permet d'assurer une logistique agile. D'accord. Alors aujourd'hui, l'agilité, c'est devenu le cœur des organisations réactives. On ne peut plus dissocier la réactivité d'une organisation de son agilité. Alors aujourd'hui, la supply chain réactive, c'est celle qui va mettre en œuvre des moyens flexibles, légers, qui permettront d'être agile, d'être résiliente. Ça veut dire d'avoir une capacité d'adaptation extrêmement rapide et efficace aux diverses situations, aux diverses, on va dire, stimulus exogènes et endogènes de la même manière. Alors, une supply chain réactive, encore une fois, il va savoir adapter la capacité de la production, maintenant parlons industrie, à la demande. Et ça, indépendamment, encore une fois, des facteurs d'instabilité qui vont être afférents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je préfère aller vers un modèle que j'apprécie particulièrement, c'est l'automobile. Aujourd'hui, c'est là où on peut vraiment parler de l'agilité, de la logistique ou bien de l'usine 4.0. Alors, techniquement, je dirais que c'est l'industrie, la modularité plutôt des process et des produits finis, c'est ce qui va permettre la montée en compétence vers une logistique encore plus agile. Cela va se traduire. Par exemple, toujours dans l'industrie automobile, je suis un fournisseur de deuxième rang. Donc, si je pars vers la standardisation, la normalisation d'un composant, tel que, je ne sais pas, un connecteur, un clips, une agrafe de pare-choc, un disque d'embrayage sur toute une série de produits, je vais me permettre de lancer des OF, des ordres de fabrication avec des quantités plus importantes. Je vais passer sur un modèle de flux poussé, dans un modèle de produire et stocker, ce qui va me permettre déjà d'éviter toute rupture, tout risque de rupture, indépendamment du sourcing qui va se faire derrière. Et ça, c'est des cas aussi qu'on a vécu pendant la pandémie, où on était à court de sourceurs. Donc, toute la matière première ne se trouvait pas là. Je vais joindre cela à ce qu'a dit
à ce qu'a dit Fabrice, effectivement, on ne devrait plus parler de circularité de l'économie circulaire de la supply chain, mais plus d'optimisation du chemin de retour. Parce que c'est juste que le produit qu'on jette actuellement, le waste, n'est pas à sa place ou bien n'est pas bien optimisé. Encore une fois, dans le même contexte, aujourd'hui au Maroc, ça fait plaisir de dire qu'on a des entreprises qui sont dans une logistique circulaire. Peut-être elles ne mettent pas le mot dessus, mais elles le font. Et là, je vais donner exemple des circuits de garagistes, par exemple. Je préfère vraiment aller toujours dans des cas concrets, des cas réels, comme ça on se met vraiment dans le bain. Alors aujourd'hui, dans un réseau de fleet management, de gestion de la chaîne automobile de l'État, ici chez nous, on avait pu dans une carrière, enfin dans une expérience précédente, on avait pu constituer un consortium de garagistes, de réparateurs, de tauliers. Et vraiment, là, je parle de petits commerces de rue. Je ne parle pas d'organisation structurée, je ne parle pas de branding. Et alors, par le biais des chemins des retours, comme on a des camions qui vont faire du kilomètre à vide ou bien du retour à vide, on optimise la récupération de tout ce qui est batterie, huiles usagées, pneumatiques dans le chemin de récupération et ça repart vers un chemin de réinsertion avec des loops différents. Ça veut dire, là, je dis n'importe quoi, sur un moteur de voiture usagé, je peux forcément récupérer 60% de composants, hors pièces d'usure. Et là, encore une fois, on a l'exemple de Renault qui a choisi le roi et qui a une très, très belle usine où il fait du reconditionnement de boîtes à vitesse et de moteurs, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est aussi des exemples qu'on pourrait adopter facilement. Ça va être un bon tremplin sociaux pour l'insertion professionnelle. Toujours, je m'adresse aux personnes qui nous écoutent. C'est des projets ça peut être des projets de fin d'études ou bien des projets professionnels qui sont très, très porteurs. On n'est pas forcé de voir grand et de voir ça comme un projet de grande envergure, mais on peut commencer vraiment par de tout petits créneaux. Et puis, voilà, c'est le principe de la supply chain et ça va donner une belle composition par la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Simona, finalement, c'est réduire l'impact néfaste de sa supply chain sur l'environnement. Et finalement, est une obligation ou c'est un choix? Ce que je disais, en fait, si on part sur du bon sens, comme dans la définition, ça devrait être le choix et toutes les entreprises, en fait, devraient fonctionner comme ça. Ça doit être le choix des entreprises. Sauf qu'on se rend compte, en fait, que si on laisse les entreprises choisir, elles vont pas le faire forcément parce que, comme Fabrice le disait, si elles ont vraiment la vision très court terme et surtout leur retour sur investissement, ça serait plutôt maximiser et pas optimiser ou faire un mix des deux. Le choix, il va être vite choisi. Hein. C'est que l'économique et pas du tout sociétal, hein, comme Hanan le disait, par de la réinsertion, voire environnemental, comme je le donnais dans mon exemple, pour diminuer l'utilisation et l'extraction de matières premières comme l'aluminium alimentaire. Donc, on peut donner le choix à des entreprises. J'évoque surtout les grandes entreprises, mais on voit qu'à travers justement cette agilité, ces grandes entreprises, elles ont le choix et pourtant elles ne le font pas. Alors que, comme Anna le disait, l'agilité, hein, cette flexibilité, il y a des plus petites entreprises, hein, des startups, des étudiants qui se sont lancés ils ont fait peut-être 1 ou 2 ans d'études entrepreneuriales ou tout simplement ils ont travaillé dans des grandes entreprises et après ils ont voulu donner d'autres valeurs à leur vie, à leur sens de la vie. Et ils se sont lancés en fait avec plus d'agilité, plus de flexibilité dans ce choix d'économie circulaire et d'utiliser cette supply chain avec justement à la base des systèmes d'information. Je pense entre autres, hein, en France, on a une application qui s'appelle
Too Good To Go pour le gaspillage alimentaire. C'est parti d'une start-up, d'une petite entreprise qui a constaté qu'il y a beaucoup de gaspillage, même chez les boulangers, etc. Et à travers un système d'information, elle a réussi à mobiliser toute une supply chain derrière, parce que, et surtout le consommateur, c'est là où je rebondis un peu par rapport à ce qu'il dit Fabrice. C'est bien de regarder tous les acteurs de la supply chain, mais regarder aussi les gagnants-gagnants et que les consommateurs deviennent des consommateurs qui soient gagnants aussi. Et après, j'avais aussi une autre chose à dire. Est-ce que c'est une obligation? Eh bien, on a vu en fait que lorsqu'on met de l'obligation, en France, je reprends l'exemple de Hanan, quand on a commencé à obliger les entreprises à recycler les véhicules, on appelle ça les VHU, véhicules à usage hors usage, pardon, véhicules VHU, véhicules hors usage, on a commencé à donner des pourcentages, je crois qu'au début c'était dans les 60-70% et maintenant ça va aller jusqu'à 95%, je ne sais plus exactement les objectifs pour 2025. Et bien lorsqu'on met justement en place ces obligations réglementaires, ben, les choses vont plus vite. Ces entreprises se donnent plus de moyens parce que derrière, il y a une obligation réglementaire. Donc, je pense qu'il faut laisser le choix aux entreprises, mais lorsqu'on commence à obliger de par la réglementation, les choses iront plus vite. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur une sorte de label ou une sorte d'incentives au lieu que ce soit obligatoire, de donner des avantages, disons, des points en plus? Je pratique un peu au quotidien, donc le procurement, les achats et tout. Et est-ce qu'on peut imaginer un système qui donnerait plus de points de bonus à certaines entreprises qui s'inscrivent, moyennant une norme, ou voir ça, disons, comme étant donner disons, une distinction à une entreprise qui s'inscrit pour l'encourager? Je dirais pas une obligation, mais de donner des... Oui. Vous avez des normes, vous avez des normes, des labels, vous avez des normes ISO qui sont plus orientées environnementales. Je ne sais pas, Fabrice pourra peut-être compléter mes propos. Je ne sais pas s'il y a des normes concernant l'économie circulaire de manière générale, mais en tout cas, ce côté environnemental, il y a des normes ISO. Vous avez des labels aussi dans différents secteurs. De labels qualité. On est sur le textile, par exemple, on est sur des labels Ecotex qui sont mondialement connus en utilisant moins de substances chimiques. Vous avez après, pour les acheteurs, vous avez de l'achat durable en faisant aussi de l'éthique aussi, de l'achat éthique. On oublie souvent ce côté un peu social, sociétal. Hanan a bien parlé de l'insertion, mais ça va jusqu'à respecter et payer de leur propre valeur les fournisseurs et les travailleurs du début de la chaîne. Oui, c'était plus une remarque plus qu'une question, mais je voudrais bien que Fabrice nous parle plutôt donc je voudrais bien qu'il nous parle aussi selon son expérience, comment est-ce qu'on peut, disons, à quel point ce modèle d'économie circulaire assure-t-il un avantage compétitif pour les entreprises? Alors, je ne pense pas qu'on puisse se dire que ça assure un avantage compétitif. Ceci étant dit, les preuves sont là. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, en 2015, le premier rapport de la Fondation Ellen MacArthur, coécrit avec McKinsey, a posé une proposition en identifiant les bénéfices tangibles financiers sur une période donnée de transformation de l'économie circulaire pour les industries manufacturières. Ce rapport n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque en l'espace de 2 ans, la Fondation Ellen MacArthur, qui était une petite structure, était à la table du Forum économique mondial, et que l'économie circulaire est maintenant le modèle de développement, j'insiste sur ce fait, de l'Union européenne. Donc c'est le modèle économique de développement de l'Union européenne. Il n'y a plus de... Voilà.
Donc, est-ce que ça assure une compétitivité? Pas forcément, mais il y a énormément d'indicateurs qui le prouvent. Encore une fois, si on repart d'un côté macro, même si la tarification et les indices de prix ne sont pas corrects, et je pense principalement au coût carbone, ni à la tarification des externalités négatives, et à savoir les services écosystèmes qui ne rentrent pas dans le processus de manufacture. Ils le devraient. Et même si on met de ce côté ce désavantage, les modèles d'économie circulaire sont beaucoup plus compétitifs pour les industries lourdes et manufacturières. L'automobile est un exemple flagrant. Récupérer les pièces, dessiner des pièces pour les récupérer de façon économiquement viable propose des taux de retour sur investissement et des taux de retour sur capital investi qui sont de 2 à 3 fois supérieurs à un modèle complètement linéaire. Dans un modèle linéaire, il y a un non-sens total entre extraire, manufacturer, produire, distribuer, assembler et perdre le capital matériel. Puisqu'au bout de, si on prend une voiture, allez, au bout de 10 ans, 15 ans, ce capital matériel a complètement disparu des livres comptables du fabricant automobile. Donc, pour revenir à la question, non, ça n'assure pas un avantage compétitif, mais oui, énormément d'indicateurs prouvent qu'évoluer vers une circularité de la production et de la distribution, particulièrement des produits des industries manufacturières de produits, donne un avantage compétitif d'un point de vue financier, puisqu'on réduit systématiquement le coût des matières premières entrantes. Si vous fabriquez un produit et vous le récupérez 5 ans plus tard au prix des matières premières de 5 ans, mécaniquement, vous allez avoir un avantage compétitif puisque vous allez récupérer un produit, en théorie, la pratique est un peu plus compliquée, mais avec un coût bien inférieur au coût de la matière première extraite. Je prends un exemple un petit peu plus concret. Philips, donc la division Philips Lighting, donc qui s'occupe de tout ce qui, sa proposition, c'est vendre de l'éclairage, vendre des ampoules, aux particuliers, mais également aux collectivités et à des industriels. L'aéroport de Schiphol à Amsterdam, ils avaient innové sous la pression de l'aéroport qui leur a dit « Nous, on ne souhaite plus avoir d'ampoules ». Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec l'éclairage et les systèmes d'ampoules et on a un coût de mise en décharge qui est exponentiel, vu que les taxes décharge avaient augmenté de façon significative à Amsterdam. En conséquence de quoi, Philips a décidé de dire « Ok, on va changer un modèle, on va faire un modèle de lumière en tant que service. On ne vend plus le produit que l'on fabrique, que l'on dessine, que l'on fabrique, mais on vend la fonctionnalité du produit. » Alors forcément, Philips a fait ses calculs, ça a changé leur modèle d'affaires, sachant qu'ils ont commencé à faire dessiner les produits différemment, les fabriquer différemment, et leur proposition n'étant plus de seulement être manufacturer de l'ampoule, mais d'être de gérer, de manager le degré de lumen pour lequel le client avait payé. L'aéroport paye pour X lumen et tant d'heures, et Philips, leur obligation contractuelle, c'est de donner ce service. L'intérêt pour eux, c'est de dessiner des ampoules qui reviennent dans leur site de production avec un coût de remanufacture ou de réparation qui est viable. Donc, il y a tout un changement. L'aspect circulaire a complètement changé la proposition commerciale et le modèle d'affaires et a rendu cette division, je crois que je n'ai pas les chiffres exacts en termes, mais je crois que c'est 45 ou 50%, presque 50% d'augmentation de profit. Pas de volume, on parle de profit sur une période à moins de 3 ans. Donc un retour sur investissement qui est quand même très intéressant d'un point de vue purement financier. Tout à fait. Donc moi j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer, de prendre connaissance d'une expérience un peu similaire qui se pratique de plus en plus dans le secteur même hôtelier. Donc il y a des sociétés, il y a un groupe français, je ne me rappelle pas son nom d'ailleurs, qui a développé un concept de service aux hôtels de tout ce qui est lingerie. Donc, l'hôtel paye au nombre consommé par jour au lieu de disposer de stock et de consommer de tous ces détergents et tout ça. Donc, ils font un peu un centrage dans des endroits qui sont proches et donc ils livrent en fonction du nombre de clients présents. Ils payent uniquement au nombre
un nombre de consommés, donc ce qui confère un avantage sur le coût important et ça optimise, donc c'est un concept gagnant-gagnant. Je reviens, Hanan, on va un peu se répéter. Vous avez déjà évoqué donc l'industrie 4.0. J'ai une autre question concernant comment l'industrie 4.0 concilie entre agilité et efficacité. D'accord. Alors, on va revenir aux bases. L'industrie 4.0, c'est ce qui va permettre de concevoir, de fabriquer un produit complexe, personnalisé. Donc, ça, c'est la définition de base. Alors, elle est encore plus réactive et plus transformationnelle qu'une usine traditionnelle parce que, qu'est-ce qui se passe? Elle va utiliser des procédés de simulation virtuelle très larges, de réalité augmentée, de modèles de simulation très, très avancés, allant jusqu'à la visualisation de tout le cycle de vie du produit avant même sa production, avec toutes les contraintes qu'il va subir tout au long de ce cycle. Donc, oui, c'est sûr que ça va rendre le produit beaucoup plus efficace et plus agile. Donc là, ça nous répond à la question directement. Et l'industrie, elle peut du coup se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée pour le produit et pour l'expérience client elle-même. Après, aujourd'hui, il y a une flexibilité qui va être ajoutée grâce aux nouvelles technologies, comme un peu tout le monde a expliqué de part et d'autre, des chaînes logistiques ou bien des process de fabrication. Et donc là, on est en train de remettre le client au centre du schéma industriel, tout simplement. On est en train de retourner on va dire au modèle artisanat grâce à des services beaucoup plus personnalisés, des coûts moindres, une qualité beaucoup plus repensée. Donc là, on est dans un upgrade assez important. Tout ça a été permis par l'automatisation. Donc ainsi, on peut imaginer des produits de manière beaucoup plus collaborative, toujours dans une relation étroite entre clients, fournisseurs, système et système d'information. On a aussi la partie R&D qui joue un rôle très important, la conception entre opérateurs et services support. Il y a un point sur lequel je voudrais rebondir, qu'a dit Fabrice, qui est très, très important, c'est le changement de modèle économique. Là, je pense que là où on sommes aujourd'hui, il est temps d'aller vers une inflexion du linéaire parce que là, l'économie, elle est linéaire. On est vraiment sur un fil, ça veut dire le take, make, consume, plutôt dispose, ça veut dire on est sur un seul fil. Et la supply chain derrière, elle suit directement cette économie. Donc, on a vraiment un parallélisme entre les deux. L'idée étant, c'est comme il a dit, et c'est d'aller vers un changement de business model, tout simplement. Au lieu de vendre le produit, on vend le service. Et là, j'ai un exemple que j'ai conscientisé parce que je l'ai entendu dernièrement, c'est la perceuse. Alors, on achète une perceuse, sa durée de vie, elle est de 15 ans. Ça, on le sait tous, surtout les férus de bricolage. Mais est-ce que vous savez que la somme, on va dire la somme des moments, des temps d'utilisation d'une perceuse d'une personne, c'est 18 minutes. Est-ce que vous trouvez ça normal ou bien logique? Donc, ça prouve encore plus qu'il y a toute une panoplie, tout un panel de produits qu'on adore acheter, qu'on a et qu'on utilise, mais vraiment de manière ponctuelle. De là, partons vers un système beaucoup plus, on va dire, service, locatif. Et là, il y a plein d'exemples il y a plein de sociétés, il y a plein de startups qui ont adopté ce modèle économique et qui est très, très intéressant de par plusieurs, que ce soit du côté financier, du côté fiscal en France, pas chez nous, et du côté utilisation. Donc, c'est vraiment, on doit revenir au business model et à repenser la supply chain comme un écosystème et non pas comme juste un ensemble de process ou de procédés successifs. Voilà. Je vous remercie. Donc, je viens de poster sur le chat donc, le nom de l'acteur qui s'occupe de l'hôtellerie et même des hôpitaux aussi, qui réalise donc, justement ce genre d'activité, donc, qui vend ce genre de service, qui transforme l'investissement en service uniquement. On a aussi les locations. Annette.
qui s'appelle Annette. J'ai pu retrouver donc le nom. C'est vert, si je ne me trompe pas. Je le Ah oui, connais. vous connaissez? En vert, oui, je le connais. Envers, exactement. Oui, Exactement. oui, effectivement. Et un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est les laboratoires d'analyse médicale en France. Ils se sont mis sur un réseau au lieu d'avoir chaque laboratoire à investir et avoir les réactifs et tout, et qui sont des fois même périssables. Ils se sont mis en grand réseau et finalement les centres de prélèvement, les laboratoires sont devenus des centres de prélèvement. Il y a une logistique donc, qui vient récupérer donc, ces prises de sang et d'échantillons qui va directement, voilà, la preuve est avec son qui vont envoyer dans des centres de centralisation, ils vont réaliser les résultats, l'envoyer par mail instantanément et donc ils peuvent se permettre d'investir, de réaliser tous les types d'analyses localement, enfin, au département. Et tout ça, c'est... On a l'exemple de l'imprimante. Vous êtes directeur, enfin, vous êtes dans les achats Oui. aussi. Alors là, aujourd'hui, on a beaucoup de services qui proposent la location de l'imprimante, la facturation à la feuille au lieu d'acheter l'imprimante elle-même. Alors l'avantage derrière, c'est on va relever deux grands avantages. De un, on va transformer l'investissement en charge mensuelle. Donc là, c'est complètement différent côté lecture comptable. Et derrière, on va avoir déjà l'optimisme. On oublie tout ce qui est ressources humaines, maintenance, rechange, matières premières. Donc ça, vraiment, on l'oublie. Alors, on a des ressources en moins. Et derrière aussi, ça va garantir au producteur d'avoir la main sur son produit, sur sa machine. Ça veut dire qu'il pourra la récupérer, la recycler, l'améliorer. Donc, vraiment, là, on est sur des circuits. Comme encore a dit Fabrice, on est là vraiment dans la boucle. Ça veut dire on est dans l'optimisation du retour de matière. Et Effectivement. c'est là où ça va donner la compétitivité, l'avantage compétitif pour ce producteur d'imprimantes, parce que à la fois quand il va récupérer, je sais pas, le moteur qui tourne des feuilles et qui a cassé à un moment donné, il va analyser justement les défauts ou la durée de vie de cette petite pièce, et ça va lui permettre derrière, avec ses bureaux d'études, d'optimiser, d'améliorer la durée de vie et comment on appelle ça, la performance de cette pièce-là, et ça va lui donner un avantage compétitif. Donc effectivement, il y a plein de, on va dire, il y a quand même pour moi, parce que je suis une optimiste voilà, de nature, mais pour moi, ça va forcément être gagnant. Après, il faut regarder combien on gagne, sur quelle échelle, jusqu'à combien. Mais pour moi, ça va être gagnant-gagnant jusqu'au consommateur final. Autant Fabrice nous a éclairé avec son exemple de Philips dans les aéroports. On a bien imprimé ce qu'Anna nous a donné avec cet exemple d'imprimante et de fabricant. Mais moi, je retourne en fait, parce que je suis une fine gourmette, hein, j'aime bien, je retourne en fait à cette idée de casserole et de poêle. En quoi ça peut être gagnant en fait pour l'entreprise, à quoi ça lui donne un avantage compétitif. Avantage compétitif, si on regarde le côté coût, comme elle récupère justement cette matière première, elle achète 30% moins de matière première. En plus, comme c'est une matière qui est déjà un petit peu pré-travaillée, pré-fondue, elle consomme moins d'énergie pour refabriquer d'autres casseroles, d'autres poêles. Et derrière, il y a un bon d'achat, donc elle va continuer à travailler, à fidéliser ses clients. Et ces clients aussi vont être contents aussi, gagnants aussi, parce qu'ils vont utiliser quelque chose qui est issu de cette économie circulaire. Et comme les tendances aussi des consommateurs vont dans cet endroit-là, et bien sûr, le distributeur, il est tout content parce que le client revient dans sa boutique. Et peut-être acheter des aliments pour cuisiner dans cette casserole. Donc, je reviens à l'exemple de Hanan tout à l'heure. Donc, je voudrais juste signaler qu'à GESA, par exemple, nous, on n'a pas d'imprimante qui est propriété de l'entreprise. On n'a que des imprimantes louées. On paye exactement selon ce modèle à nombre de copies par mois. Et on a pas mal de services qui sont assurés comme ça. Donc, c'est déjà en place. Vous allez remarquer que les économies sont très, très conséquentes. Ouais. Vraiment. Effectivement.
J'ai une dernière question ouverte, je ne sais pas qui pourra la répondre. Donc, selon vous, donc, comment peut-on être résilient et en même temps être écologiquement responsable? Je vais prendre celle-là. Résilient, écologiquement responsable, de la résilience découle, ou l'inverse, de la responsabilité découle de la résilience. Encore une fois, je reviens à ce que j'avais mentionné plus tôt. Si on pense à un système économique, une économie circulaire comme un système économique avec un objectif de régénération par intention, on dessine des modèles d'affaires et des modèles économiques qui, de facto, ont pour objectif la résilience. Donc la résilience, du modèle, parce qu'il faut que le modèle soit viable, mais également la résilience des deux types de capitaux qu'on veut maintenir et régénérer, le capital naturel, le capital social. Donc, résilience, c'est un objectif qui, si on prend encore une fois une approche de pensée systémique de l'économie circulaire, est inhérent au modèle. On ne peut pas, c'est un contresens de dessiner un système économique à l'échelle de l'organisation, micro ou même macro, de dessiner une politique macroéconomique ou fiscale circulaire si on ne prend pas l'objectif de résilience. Et encore une fois, la résilience, elle s'articule autour de 3 actes. Une résilience financière, puisqu'il faut qu'il y ait une viabilité, une résilience environnementale, une résilience sociale. Et les 3 sont complètement liés, mais la résilience doit être un objectif même, je dirais, de cette innovation des modèles d'affaires. Donc l'un ne va pas sans l'autre et vice-versa. Mais la résilience ne doit pas être quelque chose qui est intéressant à inclure pour des raisons, que ce soit commerciales ou autre chose. Ça doit être un objectif même de l'innovation et de comment est-ce qu'on imagine et on décide un modèle d'affaires. Je reviens toujours à cette chose, c'est quelque chose qui peut-être n'est pas assez compris, connu, divulgué lorsqu'on parle d'économie circulaire, mais l'objectif et l'intention et la pensée en système est absolument clé quand on parle d'une économie circulaire qui doit être résilience. La résilience est l'objectif. Merci beaucoup. Donc, notre webinaire... vas-y, Hanan. Je voudrais rebondir sur Fabrice. L'idée de Fabrice m'a catalysé une idée. Alors, voilà, il y a un concept sur lequel on peut relier les 3, à vrai dire, l'économie circulaire ou bien la supply chain circulaire, la résilience et l'éco-responsabilité. Alors, si on part vers les exemples de producteurs de plastique, par exemple, donc tout ce qui est industrie plastique, là, on est sur une possibilité de recyclage, de reprise du déchet, parce qu'on est sur des taux de freinte ou bien des taux de démarque de 30% environ. Donc là, on peut réinjecter cette matière en la transformant en bulle de PPT. Donc voilà déjà un stock supplémentaire sur lequel on peut tabler. Là, on est sur la notion résilience logistique, c'est stock de sécurité. Et en même temps, on est sur une éco-responsabilité. Ça veut dire, comme a dit Simona encore une fois, je vais sur une réinjection d'une matière qui connaît déjà le système, qui me coûtera moins d'argent et sur laquelle j'ai moins de risque d'avoir des taux de freinte. Là, je relie les trois points. Et cet exemple, c'est juste pour illustrer, on peut l'appliquer sur tellement de situations, sur tellement d'organisations, tellement d'activités. Donc, effectivement, on peut relier les 3 et se rajoutera même une composante d'optimisation financière. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre d'une entreprise et du business model, parce que finalement, pourquoi on crée des business models compliqués ou je ne sais pas, c'est pour augmenter la valeur pécuniaire ou bien la valeur financière, le bottom line, si on veut aussi, du résultat net d'exploitation d'une entreprise. C'est tout. Merci. Oui. Oui, Vas-y, Simona. ouais, je vais faire très court aussi, mais ces mots-là, en fait, les 2 mots me font aussi écho, parce que
on a demandé, tu nous as demandé éco-responsabilité. Pour moi, en fait, toute entreprise, même de supply chain, hein, elle doit d'abord penser à l'éco-responsabilité, d'accord? Parce qu'on est tous responsables à partir du moment où on fait une action, où on met un produit sur le marché. Et ça démarre dès l'éco-conception. Associé à la supply chain dès la conception des produits, ça commence par ça, en fait, l'éco-responsabilité. Et pourquoi? Parce que dans cette économie circulaire, dans cette économie linéaire, on s'est rendu compte qu'on a fait suffisamment les choses pas toujours bien, voire très mal, au point d'appauvrir justement la planète de toutes les matières premières et aller vers là où on va. Et donc, la résilience, pour moi, ce serait apprendre de ses erreurs, apprendre et se remettre en question et de rebondir. Hein. Pour moi, c'est un rebondissement et profitons de tous les événements de la vie des entreprises et tout ce qui se passe dans ce monde-là pour rebondir et repenser tout son business et agir dans cette éco-responsabilité qu'on devrait tous, en fait, commencer à n'importe quelle échelle, commencer à agir. Merci, Simona. Donc, moi, pour résumer, donc, j'ai bien aimé l'idée de Fabrice tout à l'heure. Il parlait au lieu de supply chain, de value chain. Donc, c'est finalement, disons, la chaîne logistique. Il a connu les dernières années donc une évolution spectaculaire. Et fut un temps, on considérait la logistique et supply chain comme un centre de coût et c'était une charge pour les entreprises. Aujourd'hui, avec toutes ces initiatives, toutes ces idées, et tout ce donc on a une matière qui permet donc de faire de création de la valeur pour l'entreprise. Et comme a dit tout à l'heure Hanan, donc c'est autant il y a pas mal de sujets de réflexion, de projets de projets de PFE, de projets de fin d'études. Comme je sais que les écoles d'ingénieurs vont bientôt, dans quelques mois, quelques semaines, même commencer donc, à faire travailler les étudiants sur des sujets de projets de fin d'études. Donc, il y a des opportunités à saisir. Et donc, voilà, donc notre webinaire arrive à sa fin. Donc, je vous laisserai faire chacun un mot en guise de conclusion. La parole est à toi, Simona. C'est déjà fini parce que moi, j'aurais discuté jusqu'à minuit. Hein, c'est des sujets passionnants. Je vous remercie vraiment, cette école, de nous avoir participé, nous faire participer, nous avoir choisis. Et surtout, moi, je compte beaucoup sur ces nouvelles générations, en fait, hein, justement, pour rebondir sur cette résilience. Bien sûr, on sera là pour les épauler avec nos expériences, nos certains savoirs, notre certaine sagesse qu'on a pris avec l'âge. Et je pense qu'on aura plein de choses à faire encore ensemble, un petit peu plus vite quand même, hein, parce que le temps presse et il faut qu'on reste dans cette dynamique-là. Et je suis plein d'espoir que ces sujets vont vraiment pas faire juste écho dans leur tête pour ces projets de fin d'études, mais qui pourront vraiment les mettre en application et cette réflexion dans leur future entreprise et qu'on sera là pour les épauler. Merci. Merci à toi, Fabrice. Je rejoins Simona. Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'était un débat très intéressant et très stimulant. Et un dernier point pour les auditeurs, les téléspectateurs, comme on disait à une époque, l'importance de penser en système et de penser en design. Le design, ce n'est pas juste écrire. Le design, c'est une intention. Ne plus penser en silo, comme on a été, notre génération, éduquée dans les universités, mais penser en système. Et penser tout en système, et penser tout en design. 80% des déchets sont générés à la phase design d'un produit. Il faut penser en design, penser en système, et penser à optimiser plutôt qu'à maximiser.
pour le bien de tous. Voilà, et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger ultérieurement avec HTP et puis l'université. Je vous remercie. Merci Fabrice. Hanan? Tu es en mute. Bon. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier HTP Forum pour cette très belle initiative. Effectivement, c'est un sujet qui est très, très intéressant. Et comme a dit Simona, effectivement, on peut en débattre pendant des heures. C'est un sujet qui est très, très stimulant. Et le fait de discuter, ça génère encore plus des idées. Ensuite, on a un projet qui va apparaître. Là, c'est de la faisabilité. C'est un truc magique. Après, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent actuellement, je leur dis pensez digitalisation, pensez écosystème et pensez vue globale, vraiment. Arrêtez de dire moi je suis en génie civil, moi je suis en génie industriel. Donc arrêtez de vous limiter à cet aspect académique de votre formation, mais ouvrez-vous plus. Ça vous donnera beaucoup plus de portée et beaucoup plus d'horizons professionnels et académiques. Donc voilà, pour moi, les deux mots d'ordre, c'est value chain. J'adore ce mot, je vais l'adopter de chez Fabrice. Digitalisation et écosystème. Donc, ce sont les mots d'ordre des prochaines années, Inch'Allah. Merci à vous, merci beaucoup. Donc, je cède la parole à Aya, Jeanne aussi. Aya? Aya du comité d'organisation, donc il va prendre... Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Bonsoir, je me présente. Je suis Ayel Janoussi, membre de la cellule Conférence et Développement du Forum HTP Entreprises. Aujourd'hui, on a eu l'immense honneur d'assister à une conférence qui regorge d'informations, d'éclaircissements, de clarifications à propos de l'inclusion de l'économie circulaire dans le supply chain management, ainsi que les gains que peuvent escompter les entreprises de ce passage d'une économie qui est linéaire, classique, traditionnelle, à une économie qui est circulaire, rentable et durable, plus résiliente. Je tiens à remercier nos honorables intervenants, M. Fabrice Sorin, Mme Hanan Izakan, Mme Simona Ladaru, ainsi que notre modérateur, M. Mohamed Bouslarah. Je remercie également toute l'équipe du Forum HTP Entreprises, nos partenaires médiatiques et notre très cher auditoire. Ceci dit, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire sous le thème « L'économie circulaire, source de croissance, de compétitivité et de coopération ». Un grand merci à vous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour notre prochain webinaire. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.